Tous les samedis matins, quand Hervé Ribaud se rend au supermarché, c'est au pas de course. Pour ce jeune cadre hyperactif, pas question de perdre une minute dans les rayons. C'est 1 heure maxi, hein. De toute façon, c'est timé. 1 heure pour remplir son caddie, mais pas n'importe comment. Car Hervé n'est pas tout à fait un client comme les autres. Ça marche bien sur du pain poilane, par exemple, le matin. Du coup, ça relève un peu le goût. Et le dernier né, qui est encore extraordinaire pour les gens qui sont lightivores comme moi, c'est l'extra léger à 10%. Et là, pour le coup, on se prive pas. Un lightivore, une espèce en voie de développement dans les supermarchés. Dans le caddie d'Hervé, on ne trouve que des produits allégés. Et la raison de ce choix est toute simple. J'ai une nature à grossir, donc du coup, pour me faire plaisir sans grossir spécifiquement et spécialement tout le temps, je me fais plaisir, mais plutôt light. Alors, pour mincir tout en se faisant plaisir, Hervé guette en permanence les dernières nouveautés du light. Et aujourd'hui, dans les rayons des supermarchés, ce n'est pas ce qui manque. Le chocolat. Des frites light? Ouais, 10% de matière grasse simplement, c'est génial. Du chocolat, des biscuits apéritifs et même des croquettes pour le chat. Non, comme j'ai vu qu'il avait pris un peu de poids, je l'ai mis au régime, le pauvre chat. Et il aime beaucoup ça, donc c'est vraiment une marque que j'apprécie et qui fonctionne bien avec mon chat. C'est pas un peu exagéré quand même, le light pour le chat? C'est complètement exagéré. Je me dis comme ça, je suis moins seul. Voilà, on partage tous les deux au moins cette passion pour le light. Et pour repérer en un rien de temps tous ces produits dans son supermarché, Hervé a une technique infaillible. Voilà, je vais me diriger super naturellement, moi lightivore convaincu, vers ce code couleur-là, qui est un bleu pastel, un bleu light, vous le voyez tout de suite. Ça me permet d'optimiser mes courses et mon temps de course. Un code couleur spécialement dédié aux produits light. C'est la dernière trouvaille de l'industrie agroalimentaire. Et pour mettre en avant ces produits allégés, elle ne manque pas d'idées. Des noms de marques qui évoquent la minceur, des pourcentages affichés en gros, ou encore des zéros bien visibles pour le consommateur. La promesse marketing, c'est 0% de matière grasse. Je vais me laisser tenter. Mais lorsqu'il retourne les emballages et qu'il s'intéresse à la composition de ces produits, Hervé découvre aussi des noms d'ingrédients qui l'inquiètent un peu. En termes de calories. E471, E476, du sel et des gélifiants comme l'aginette de sodium, ainsi que des conservateurs. Super, c'est sympa. Tu préfères pas trop savoir ce qu'il y a dedans en fait? Non, c'est vrai, je préfère pas trop savoir ce qu'il y a dedans. C'est peut-être un tort. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ces noms étranges? Le light, c'est près de 10% des dépenses alimentaires des Français. Et plus un rayon n'échappe à ces produits sans sucre ou sans gras. Ils sont vendus jusqu'à 2 fois plus cher que la moyenne grâce à un argument séduisant, la minceur. Mais ces produits tiennent-ils vraiment leurs promesses? Les raisins sont mûrs et le geste immuable. Au domaine d'Oriol, dans le Languedoc, c'est la saison des vendanges. Et sur ces terres de longue tradition viticole, bonjour. Certains pieds de vigne sont encore travaillés à la main. Vous faites pas ça à la rangée, vous faites ça en groupe? Deux par rangée, ça va plus vite. Et le chef de coille? C'est lui. C'est vous? Celui qui est debout en train de compter, c'est ça? La patronne ici, c'est cette femme, Claude Vialade, une fille de ce terroir, descendante d'une lignée de vignerons. Vous voyez qu'il n'y a pas une trace de pourriture, les baies sont absolument parfaites. Et les raisins eux-mêmes sont des raisins qui sont petits, avec beaucoup de peau et peu de jus. Et c'est ce qui fait le signe des grands vins. Et en attendant, on se régale. Et pour ce raisin qu'elle aime tant, Claude Vialade vient de trouver un nouveau débouché. Elle s'apprête à lancer un produit révolutionnaire dans le monde du vin. Une première mondiale qu'elle a déjà commencé à mettre en bouteille. Qu'est-ce qu'il a de spécial ce vin? Ah, il a de spécial la 9e merveille du monde, Solight. Solight comme soleil, light parce que c'est un vin qui est allégé en alcool et qui a les caractéristiques d'avoir simplement 9 degrés d'alcool
et de contenir 60 calories pour un verre de 12 centilitres, c'est-à-dire le même nombre de calories qu'un yaourt allégé. Un vin contenant moins d'alcool et surtout moins de sucre. Claude mise sur le marché du light. Et elle y croit dur comme fer. Elle voit même les choses en grand. Son vin, elle veut le vendre dans le monde entier. Et pour ça, ce jour-là, elle a rendez-vous à Londres. Elle va présenter son vin à des dizaines d'acheteurs. On appelle ça un forum. C'est un peu comme un speed dating avec des vins du monde entier. Espagne, Chili ou encore Afrique du Sud, tous sont venus tenter leur chance. Il y a une sacrée concurrence, hein, Claude. On aime ça. C'est les meilleurs qui vont rester. Avec son produit light entièrement naturel, Claude se montre plutôt confiante. Pourtant, la partie est loin d'être gagnée, car les acheteurs de la grande distribution n'ont besoin que de quelques secondes pour se faire une opinion sur son vin. L'image est plutôt jeune. Ça, c'est un produit pour les grandes surfaces. Vu le positionnement, ça sera un produit qui sera plutôt féminin. Mais le problème, c'est que pour plaire aux femmes, ça manque de sucre. C'est le sucre qui vous manque. Vous êtes des gros bébés, c'est pour ça. Ils me demandent tous d'ajouter du sucre. C'est un scandale. Ils veulent ajouter du sucre tous. C'est incroyable. Pour Claude, le coup est rude et le verdict sans appel. Aujourd'hui, sur le marché du light, il ne suffit pas d'alléger les calories, il faut aussi préserver le goût. Et pour ça, les industriels ont toutes sortes de secrets de fabrication. Pour savoir lesquels, nous sommes retournés sur les bancs de l'école. Au pied du massif du Jura, dans le village de Poligny, on trouve un institut de formation réputé dont sortent les futurs techniciens de l'agroalimentaire. Et le responsable des études, Sébastien Roustel, est un professeur pas comme les autres. Sa philosophie, allier la théorie et la pratique. Et pour ça, il demande à ses élèves de fabriquer de A à Z leurs propres produits. Et même de les vendre dans cette petite boutique. Alors là, on arrive dans le magasin. Donc on a des yaourts, des fromages frais, type faisselle. On fait des pâtes molles également, on fait de la bière. Et puis récemment, on produit un peu également de crème glacée. Bonjour. Bonjour. Pour son cours d'aujourd'hui, Sébastien a choisi de parler à ses élèves de produits bien particuliers, les allégés. Et la leçon commence par une question toute simple. On peut alléger les produits. Mais si je vous demande comme ça, alléger un produit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire retirer la matière grasse, ou on peut aussi enlever les sucres, faire des produits allégés en sucre ou en matière grasse. Voilà, la réflexion elle est là. Un produit allégé, c'est un produit dans lequel on a retiré un élément par rapport au produit standard. Je vous ai amené ici 2 types de yaourts. En théorie, ça a l'air facile, mais en pratique, c'est un peu plus compliqué que prévu. C'est ce qu'il va leur montrer avec ces 2 yaourts. Commentaire. Quelles sont les différences que vous observez? Le premier est au lait entier et le second au lait écrémé, c'est-à-dire sans gras. On sent que le yaourt au lait entier, il est plus lourd, enfin il est plus consistant. Plus épais, plus texturé en fait. Texturé, plus épais. Alors que le yaourt au lait écrémé, lui, est plus comment on pourrait le caractériser? Plus liquide. Ouais. Plus liquide, plus fluide, fuyant. Ouais. Il manque de texture, de cohésion dans le produit. Oui. Un des grands sujets lorsqu'on veut alléger un produit, c'est comment garder les mêmes textures et les mêmes propriétés. Car aujourd'hui, le consommateur, il est d'accord de manger des produits avec moins de matière grasse, mais il veut avoir le même plaisir. Donc il va y avoir des produits qui ont la même texture, la même onctuosité. Le problème de Sébastien Roustel, c'est cette eau qui surnage à la surface du yaourt écrémé. Pour rendre sa texture au produit, il va devoir ajouter une autre substance. Et pour trouver des solutions par rapport à ça, il va falloir s'intéresser à des ingrédients, des composants, qui peuvent fixer de l'eau tout en apportant cette onctuosité. Pour découvrir ces produits, on est prié d'enfiler sa charlotte et ses bottes. Direction les travaux pratiques. Voilà, ça c'est vos ingrédients. Ce jour-là, les étudiants doivent fabriquer une glace allégée. Et la première étape, c'est la pesée des différents ingrédients qui la composent. Il vous reste le saccharose, vous pesez le saccharose?
du lait écrémé en poudre, du saccharose. Ici, bien sûr, on ne cherche pas à faire dans la grande cuisine. Vous allez utiliser cet ingrédient. Et la touche finale, c'est cette petite poudre blanche qui va capturer l'eau grâce à son cocktail d'additifs alimentaires. Ces produits-là, ils ont des noms de code, c'est ça Comment ils s'appellent? Les E400, ce sont des agents de texture. Donc quand il y a E4 et 2 chiffres après, c'est un agent qui apporte de la texture au produit. Donc 407 pour carragénane, ça peut être 410, 415 par exemple pour le xanthane, en fonction du produit. D'accord, et là on a quoi comme E là, dans ce produit? Alors, il y a du E407, du carragénane, du E410 et du E412. Des additifs au nom compliqué, généralement issus de transformations chimiques. Et sans eux, impossible de fabriquer un produit light. Devant le résultat de leur travail, les étudiants commencent par réprimer un léger sourire. Je vous invite à prendre une petite cuillère et à goûter et à me faire parvenir vos remarques également. Pourtant, quand arrive le moment de comparer leur glace et une autre sans additifs, ils vont pouvoir se montrer fiers du résultat. Laquelle vous préférez? Celle avec stabilisant. Celle avec stabilisant aussi. Oui, pareil. On dirait une vraie crème glacée. D'accord. Pour eux, il n'y a pas photo. Et pour le consommateur non plus. Mais que trouve-t-on exactement dans ces additifs qui permettent de fabriquer des produits light? Et sommes-nous suffisamment informés sur leur composition? C'est à Vilvoorde, à quelques kilomètres de Bruxelles, que nous sommes allés chercher les réponses. Au bout de cette zone industrielle se cache une usine très discrète, filiale d'un des plus grands groupes chimiques européens. On y fabrique l'un des additifs les plus utilisés par l'industrie, le E441, plus couramment appelé gélatine. Et le responsable commercial de l'usine, Michel Vandenberg, n'est pas peu fier de nous montrer tout ce qu'on arrive à fabriquer avec son produit miracle. Alors je vais vous montrer quelques exemples des principales applications de la gélatine. On a naturellement le secteur alimentaire qui est l'application la plus importante au niveau mondial. Alors vous avez ici tous les produits gélifiés. Le premier marché pour lui, ce sont les bonbons. Mais on trouve aussi sa gélatine dans des gélules pharmaceutiques, des pellicules photo et même des shampoings. Dites-moi, il y en a vraiment partout de produits finalement. Ce serait pas mal qu'il y en ait partout. Mais pour ça, il faut produire toujours plus. Alors ici, l'usine tourne à plein régime. Et la fameuse gélatine de Michel Vandenberg, la voici qui sort, tout au bout de la chaîne. Voilà. Ça, c'est la fameuse gélatine. Ça, c'est la gélatine. Ce sont ces spaghettis qui collent aux doigts. Il faut à peu près 3 à 4 jours pour arriver jusqu'ici. De la préparation de la matière première jusqu'à le séchoir ici. 3 ou 4 jours de transformation dans les entrailles d'une usine où ces immenses cuves remplies d'acide et d'eau bouillante font régner une moiteur tropicale. Et au milieu de cette atmosphère étouffante, il y a un détail qui frappe le visiteur et qui pénètre jusque dans les locaux les plus protégés de l'usine. C'est pourquoi ça? Ah, c'est les odeurs. Ça sent mauvais les îles? Ça dépend. Une odeur âcre d'acide et de graisse brûlée qui flotte sur tout le site jusqu'à l'extérieur de l'usine. Et la raison de cette odeur, la voici. C'est la matière première avec laquelle on fabrique la gélatine. Ça, c'est la matière première. Nous traitons donc la couenne, la peau de porc. D'accord. De la peau de porc qui arrive par palettes entières dans son usine. Une matière première qui ne lui coûte presque rien et qu'il achète dans toute l'Europe. Ceux-ci viennent de Hongrie. Ça vient de Hongrie, d'accord. Voilà. Et tous les jours, près de 150 tonnes de couenne de porc attendent dans ce hangar d'être dévorées par un monstre d'acier au nom évocateur, Dinosaurus. Grâce à cette matière première bon marché, Michel Vandenberg parvient à vendre sa gélatine à moins de 5 € le kilo.
Un prix défiant toute concurrence qui lui ouvre sans cesse de nouveaux marchés. Et celui qui marche bien en ce moment, c'est justement le marché des produits light. Attendez, il ne faut pas filmer ça à 1 minute. Mais voilà, ceci, qui est un beurre allégé, 40%. Alors un fromage frais, 0% matière grasse. Et chez lui, Même chose, on hein, trouve 0% même de les plus grandes marques. matière grasse. En marque Danone, taille fine. Une mousse liégeoise de chez Auchan. Voilà, une mousse de la laitière. Alors un produit Weight Watcher, donc avec moins de matière grasse, donc pour stabiliser le produit, pour maintenir l'onctuosité des produits, on utilise la gélatine. Un produit que les industriels n'hésitent pas à utiliser en grande quantité. Le seul problème, c'est qu'ils oublient parfois de l'écrire sur les étiquettes. Quand on les regarde, on lit bien la mention gélatine, mais pas l'origine du produit. Ils mettent gélatine, mais ils disent pas quelle est l'origine de la gélatine. Pourquoi? Ils assument pas que ce soit fait à partir de porc. C'est quoi le problème qu'ils ont avec ça? Non, mais je veux dire... Non, parce que c'est un problème, c'est un sujet très sensible. Ouais. Parce qu'il y a quand même les minorités, les minorités musulmanes, juives et autres, qui éventuellement ont des problèmes avec ça. Mais ce serait bien justement de leur dire... Ça, je voudrais pas que... Écoutez. Oui, je sais bien, mais je sais pas s'il faut mettre ça dans l'émission. Mais c'est vrai que, bon... Parce que du coup, ils savent pas si c'est du porc ou de la vache. Du coup, comment ils font pour consommer... C'est ça le problème, il faudrait peut-être leur dire. Une question qui laisse Michel Vandenberg sans voix et à laquelle aucune marque de l'agroalimentaire n'a souhaité répondre, malgré nos nombreuses sollicitations. À croire que la gélatine de porc est un sujet sur lequel il préfère rester discret. Maintenant, si vous faites une mousse au chocolat chez vous à la maison, moi j'en fais chez moi aussi, je n'utilise pas de gélatine. Hein, mais... Pourquoi ils en utilisent, eux, les industriels, alors? Et si Michel Vandenberg n'utilise pas de gélatine, c'est que pour manger sans gras, nous ne sommes pas forcément condamnés à consommer toujours plus d'additifs. Il existe d'autres solutions. Mais pour les connaître, ce n'est pas dans une usine qu'il faut se rendre, c'est dans une cuisine. À Eugénie-les-Bains, dans le sud-ouest de la France, on le proclame haut et fort. Le village tout entier est dédié à la minceur. Depuis un siècle, il a fait sa réputation grâce à ses cures thermales. Une installation haut de gamme, spécialisée dans la perte de poids et le bien-être, qui accueille jusqu'à 700 curistes par jour. Elle est d'abord célèbre pour son eau, mais aussi pour son fameux bain de boue. Et entre deux baignades, les curistes peuvent aussi bénéficier des conseils de Cécile, la diététicienne. Tant qu'on est dans des rations énergétiques inférieures à 1800 calories par jour, c'est compliqué d'introduire régulièrement l'alcool. En tout cas, quotidiennement. Il faut que ça soit introduit à titre exceptionnel. J'espère qu'il n'y a pas de bordelais, de gens qui ont quelque chose à voir avec le vin, parce que ça va finir... Mais le maître des lieux, c'est cet homme au regard malicieux, Michel Guérard. Oui, mais surtout, c'est pour toute l'année. Partagez. Oui, alors c'est quelques gouttes par jour. Ce n'est pas uniquement le dirigeant de la station thermale, c'est aussi une légende que les curistes sont fiers d'approcher. C'est vraiment une star quand j'en parle. Moi, je viens de Roubaix, mais il y a des gens qui vous connaissent là-bas à Roubaix, à Lille, à Paris. Hein. Mon Dieu, j'ai encore un avenir devant moi. Ça va, les filles? Et si Michel Guérard a un avenir, que dire alors de son passé? Depuis 30 ans, il fait partie du club très fermé des chefs cuisiniers notés 3 étoiles dans le guide Michelin. Sébastien! Mais ce n'est pas tout. Il est où? Michel Guérard est aussi un pionnier. Il y a 30 ans, c'est lui qui a inventé en France la cuisine minceur. Et à l'époque, il se flatte d'avoir fait grincer quelques dents dans le petit monde de la grande cuisine. Je me souviens, mon ami Paul Bocuse, qui disait à ses clients quand il venait là, si vous allez chez Michel, surtout, munissez-vous d'une ordonnance parce que sinon, il ne vous servira pas. Et ici, pour cuisiner sans matière grasse, pas besoin d'additifs industriels. Tout est dans le choix des ingrédients et des modes de cuisson. Et le maître des lieux a un autre secret pour donner du goût à cette nourriture allégée. C'est le choix méticuleux des épices. Ah, cette sauce, c'est... Alors, la sauce, c'est le bouillon de cuisson du riz, auquel
On a ajouté du curry, vous voyez, il est jaune. Alors le curry, ce curry-là, j'ai la chance d'avoir un ami qui s'appelle Jean-Paul Guerlain, le fameux parfumeur, qui fait son curry lui-même. C'est Guerlain qui vous procure votre curry? Oui, tout à fait. C'est fou ça. Oui, écoutez. Une recette signée par un chef 3 étoiles et parfumée par Jean-Paul Guerlain. Autant dire que ce jour-là, les clients de Michel Guérard vont encore se régaler. Car tous les midis sur la terrasse, les plus fortunés de ces curistes peuvent déguster à moins de 500 calories un véritable festin. C'est pas les carottes râpées avec le poisson aux vapeurs. Hein. C'est délicieux. On est étonné qu'avec 500 calories, on ressorte de table en ayant aussi bien mangé et de ventre aussi calé. C'est vraiment remarquable. Et ici, c'est tellement bon qu'on évite de peu une scène de ménage. C'est pour essayer de le refaire chez vous quand vous rentrerez à la maison, peut-être? Ah non, moi je suis pas capable. J'ai pas le temps d'abord. Ma femme a essayé 500 fois, mais elle n'y est jamais arrivée. En général, c'est dégueulasse et c'est pas bon. Oh, tu couperas là. Mais le clou du spectacle ici, c'est le dessert. Un Paris-Brest à moins de 130 calories, tellement délicieux qu'il intrigue tous les convives. Est-ce que vous avez une idée de comment ils font pour alléger un Paris-Brest? Non. Non, mais... Ils travaillent avec beaucoup de produits naturels, donc aussi bien ils mettent une plante que les sucrés, aussi bien... Je sais pas. Une plante dans le Paris-Brest, c'est un peu trop beau pour être vrai. Car si le chef arrive facilement à se passer du gras, pour le sucre, c'est un peu plus compliqué. Alors pour percer le mystère de ce dessert, Michel Guérard a accepté de nous montrer sa recette. Donc de la crème à 35% de matière grasse qui a été fouettée. Une crème qu'il a soigneusement aérée pour la rendre plus légère et à laquelle il ajoute de la chicorée à 0 calories. Mais la touche finale, c'est un ingrédient qui n'a rien de naturel et que l'on ne s'attend pas forcément à trouver dans une cuisine aussi renommée. Un faux sucre, vendu dans le commerce sous le nom d'aspartame. 100 grammes de sucre, c'est 400 calories et 100 grammes d'aspartame, c'est rien du tout, c'est peanuts, c'est 3-4 calories. De l'aspartame à la place du sucre, pour les calories, c'est tout bénéfice. Mais il y a une question à laquelle Michel Guérard est bien en peine de répondre. Qu'est-ce que c'est l'aspartame? Oui, non mais oui, c'est des molécules. Hein. Mais moi je sais pas bien, mais ce sont des molécules qui reconstituent le goût du sucre. Vous savez pas tellement l'origine finalement de l'ingrédient? Non, mais c'est une bonne question. Je vais m'en inquiéter dès cet après-midi. Et si Michel Guérard ignore l'origine de cette poudre blanche, c'est bien compréhensible. Car la molécule qui lui permet de cuisiner ces délicieux Paris-Brest n'a pas été inventée par un cuisinier, ni même par un poète. Oui, c'est pour pigmenter, là, pour faire vibrer un peu la lumière. Pour la comprendre, il faut plutôt avoir fait de solides études de chimie. Car s'il existe des moyens de remplacer le gras sans ajouter d'additifs industriels, pour le sucré, c'est une toute autre histoire. Impossible aujourd'hui d'éviter les produits chimiques, et notamment l'aspartame. Pour découvrir ce qui se cache derrière ce produit, direction La Rochelle, où se trouve une importante usine d'additifs alimentaires. C'est là que travaille Philippe Auger. Et quand on rentre dans le bureau de cet ingénieur, devant toutes ces poudres blanches, on serait presque tenté de se poser des questions sur l'activité exacte de son usine. Ça vous est déjà arrivé d'avoir des problèmes à la douane? Bah, c'est compliqué. Vous devez trouver ça bizarre, non? Même si j'ai effectivement les factures proformales, etc. Ça m'est arrivé déjà à Gare du Nord d'être planté et d'expliquer pendant 1 heure de rater le train. Mais ça, c'est... Bon, faut dire que je partais à Amsterdam aussi, donc c'était peut-être pas la meilleure destination pour transporter des poudres. Pourtant, les produits qu'il vend n'ont rien d'illégaux. On appelle ça des édulcorants intenses, comme la saccharine, le sucralose et bien sûr le produit star, le fameux aspartame. Alors, la formule ici, elle est là.
Et alors, vous pouvez nous dire le nom chimique de l'aspartame, parce qu'il est assez... Alors, c'est un nom barbare, comme tous les noms chimiques, hein, bien sûr. Hein. Bon, c'est un ester méthylique de l'aspartyl-phénylalanine. Et le nom chimique, donc scientifique, hein, c'est le 3S, 3 amino 4, 1S1 benzyl 2 méthoxy 2, oxoéthyl amino 4 oxobutanoïque. Voilà, j'ai réussi à le dire. Bref, un produit tout ce qu'il y a de plus artificiel, inventé par hasard il y a 40 ans, dans les laboratoires d'un géant américain de la chimie, qui a tout de suite flairé le potentiel commercial de sa nouvelle molécule. Voilà ce qu'il faudrait que je fasse pour faire mon gâteau. Là, ça, c'est l'équivalent en pouvoir sucrant de 0,5 g d'aspartame. L'intérêt de l'aspartame, le voici. On en met 200 fois moins que le sucre pour le même résultat. Mais ce produit, vous ne pouvez pas l'acheter. Donc on ne trouve pas ça dans le commerce? Ah non. C'est que pour les industriels, ça? Ah, tout à fait. C'est même pas autorisé à vendre dans le commerce. Hein, ça. Donc ça, c'est pour les industriels. C'est un produit industriel, bien sûr. Car l'aspartame est une substance beaucoup trop concentrée pour le consommateur. Dans cette usine, d'ailleurs, on n'en fabrique pas un gramme. On l'importe de Chine, où 90% de la production mondiale a été délocalisée. Et le travail de Philippe Auger, c'est justement de transformer l'aspartame pour le rendre consommable. L'aspartame, c'est la matière première. On va le mélanger avec d'autres ingrédients pour fabriquer après le produit fini, qui sera effectivement là le produit directement utilisable par le consommateur. Dans ces cuves, l'aspartame est dilué et mélangé avec de la maltodextrine, un dérivé d'amidon. Et c'est après toutes ces transformations qu'on obtient un nouveau produit, une poudre blanche, dans laquelle il ne reste presque plus rien de la matière de base. Il y a très peu d'aspartame, c'est entre 2 et 4% d'édulcorant. D'accord, donc en fait, c'est très dilué finalement comme très produit. Dilué. Et c'est ça que je vais trouver si je vais au supermarché pour acheter de l'aspartame? Exactement. C'est ce produit-là? C'est surtout pas le produit qu'on a vu tout à l'heure. D'accord. Mais chez les industriels de l'agroalimentaire, c'est de l'aspartame pur qui est employé. Une substance qui leur permet d'alléger les calories, mais aussi de gagner pas mal d'argent. Pour comprendre comment, nous avons réussi à nous faire inviter dans un lieu où les caméras de télévision ne sont généralement pas admises. Bienvenue chez le leader mondial de la vente de soda. Cette usine en banlieue parisienne, c'est l'une des 5 qu'il possède sur le territoire français. Un site qui tourne 24 heures sur 24, à un rythme de production effréné. Pas moins de 5 lignes d'embouteillage qui produisent chacune 36 000 bouteilles par heure. Pour étancher la soif des nombreux inconditionnels de cette boisson, ce sont près de 50 bouteilles qui sortent de l'usine, à chaque seconde. Et lorsqu'un journaliste pénètre dans une usine de cette multinationale, le comité d'accueil se met en ordre de marche. L'endroit qu'il protège se trouve au fond de l'usine. Ça s'appelle la siroperie. Et c'est Florence, la responsable de la communication, qui nous en interdit l'entrée. Donc en fait ici tu as le concentré qui est à la base de tous nos produits, mais ici c'est la partie que chez Coca-Cola on ne vous montrera pas, c'est le grand secret de fabrication et un petit peu le succès de la maison. Dans ces bidons, l'un des secrets de fabrication les mieux gardés au monde, le concentré chimique avec lequel on produit le best-seller des sodas. C'est fabriqué ailleurs, quelque part. Et personne ne sait où c'est fabriqué? Quelques-uns savent. Moi-même je ne le sais pas, je ne pourrais pas vous le dire. Ah d'accord. Le concentré est ensuite mélangé avec de l'eau dans ces grandes cuves pour fabriquer le fameux breuvage. Et une boisson light pour eux, c'est tout bénéfice. Pour s'en apercevoir, il suffit de sortir de l'usine. Juste derrière, il y a ces 2 immenses silos de sucre de 240 tonnes qu'il faut remplir plusieurs fois par semaine. Un coût de plusieurs centimes par litre, qui est divisé par 20 lorsqu'on remplace le sucre par de l'aspartame. Et pour justifier les marges des produits light, Claire Meunier, la responsable nutrition de la marque, a un argument imparable, la santé. Si je prends du produit allégé, est-ce que je vais mincir alors? Alors en fait, les boissons light ne font pas maigrir,
Mais par contre, comme elles apportent pas de sucre et pas de calories, elles peuvent aider à diminuer la quantité totale de calories que l'on va manger sur la journée. Donc elles peuvent être une vraie aide pour les personnes qui veulent réduire leurs apports caloriques et qui veulent perdre du poids. Des boissons qui aident à perdre du poids grâce à l'aspartame, c'est ce que nous promettent les multinationales. Mais tout le monde n'est pas convaincu par cet argument, car cette molécule miracle commence aussi à avoir ses détracteurs. Je sais pas si je vous donne l'eau à la bouche, mais en tout cas, ouais, c'est des brochettes à la Bocuse. Robert Berribos est un convalescent. Sa maladie à lui, le surpoids. Et pour se soigner, il est en train de réapprendre à manger. Ouais. Il faut manger doucement, il faut faire des petits morceaux. Mâcher. Vous êtes fier de lui? Ben oui, parce que maintenant, bon, je pense que ça va, il a compris et il mange plus lentement. Mais ce qui rendrait sa femme encore plus fière, ce serait que Robert retrouve la silhouette qu'il avait lorsqu'ils se sont rencontrés. C'est un beau gosse, hein. Je suis toujours, mais... Seulement voilà, peu de temps après cette photo, Robert est parti vivre aux États-Unis, un pays où il a totalement changé sa manière de manger. Ah, on dirait Hulk. 10 ans de soda et de nourriture industrielle, mais aussi de produits light. Car aujourd'hui, Robert en est persuadé. Les produits light auraient été l'une des causes de sa prise de poids, et notamment l'aspartame. Alors, premier produit, c'est ça. Ça, c'est celui qui m'a fait le plus mal. J'en mettais des cuillères et des cuillères, bon goût sucré, avec des fraises et tout. Grand poison. Ça, c'est pareil. C'est des chewing-gums Goût fraîche sans sucre, mais il y a de l'aspartame. Ben, je peux vous assurer que ça donne, au lieu que ça coupe la faim, ça donne de la faim. Pour ceux qui sont faméliques et qui veulent manger, il faut qu'ils le prennent. Et ça, c'est un produit, je ne sais pas quelle molécule ils ont mis dedans, mais en fait très sucré, ça vous donne envie d'en reprendre. C'est comme une drogue, à une époque, je ne pouvais pas m'en passer. Alors pour rompre avec ses mauvaises habitudes, Robert Berribos a décidé de faire appel à un célèbre nutritionniste. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Venez. Le docteur Laurent Chevalier, un ennemi déclaré de l'aspartame. Et grâce à lui, Robert a cessé de redouter la terrible épreuve de la balance. Bien, vous avez perdu un petit peu. Pratiquement 10 kilos. Très bien. Venez. Je mange de l'aspartame et forcément j'ai envie d'hydrate de carbone. Du sucre. Du sucre. En plus. Du sucre en plus. J'étais un très gros... C'est en dialoguant avec le docteur Chevalier qu'il a pris conscience du rôle des produits light dans sa prise de poids. Je me donnais bonne conscience de manger plus parce que c'était light. Ça veut dire que c'est light, ça fait pas grossir. Light, pas grossir. Et en fait, j'avalais une quantité formidable de produits light. Et ça me faisait encore d'autant plus grossir. Donc, prendre des produits light égale grossir. Ça, je peux vous l'assurer que c'est vrai. C'est mon expérience personnelle. Une équation plutôt étonnante. Et selon le docteur Chevalier, l'aspartame pourrait même poser d'autres problèmes. Finalement, on connaît très mal les interactions avec les autres additifs. Vous prenez des colorants, plus de l'aspartame, plus ceci, plus cela, plus des médicaments. Non, on ne sait pas comment tout ça s'agit. Est-ce qu'on a étudié, par exemple, le problème de l'aspartame pour les diabétiques avec les médicaments antidiabétiques? Non. Est-ce qu'on trouve ça normal? Pour Robert Berribos, en tout cas, en plus de la perte de poids, l'arrêt de l'aspartame a eu un effet assez réjouissant. Le seul fait d'arrêter l'aspartame a changé complètement ma libido. Donc il faut tous qu'on arrête l'aspartame. Alors, est-ce que arrêter l'aspartame, ça éviterait effectivement de moins prendre de Viagra? Je ne sais pas encore. Mais pour vous, c'est le cas en tout cas. Pour moi, c'est le cas. Voilà. Alors qu'en est-il vraiment de cette molécule de plus en plus critiquée? Et qu'en pense la communauté scientifique? Pour le savoir, nous sommes allés chercher l'information à la source, aux très réputés entretiens de Bichat, un rendez-vous annuel qui fait référence dans le monde de la médecine. Pendant une semaine, tous les médecins qui le souhaitent sont invités à assister à des conférences dans tous les domaines.
la gynécologie, la médecine générale ou encore la psychiatrie. Un peu bâtarde entre la névrose et la psychose, avec des comportements dépressifs. Peu importe, mais vous voyez. Sur l'estrade, les plus grands spécialistes viennent faire le point sur les dernières avancées de la recherche. Ils mettent à jour les connaissances des médecins. Et ce jour-là, justement, une conférence est organisée sur les boissons light. Je suis France Bellil, je suis directeur de recherche dans un laboratoire de l'INRA. Donc, intérêt des boissons light dans le contrôle pondéral et la gestion de l'appétit, point de vue du chercheur, c'est-à-dire moi, que les personnes... Et assez rapidement, France Bellil va faire passer un message très clair aux médecins. Donc nous avons ici des indications qui nous montrent qu'il peut y avoir un certain bénéfice dans le suivi d'un régime à long terme de conseiller aux patients, de permettre aux patients d'avoir recours à des produits édulcorés. Et juste après, elle va écarter d'un revers de main les certitudes de Robert Béribos et du docteur Chevalier. L'idée que les édulcorants stimulent l'appétit pour le sucré et la consommation alimentaire n'a pas été confirmée par les travaux de recherche, que ce soit des travaux de laboratoire ou des travaux de terrain. Sur l'estrade, elle est ensuite remplacée par Dominique Parent-Massin, qui va, elle, se livrer à une charge virulente contre les chercheurs qui ont émis des doutes sur les qualités de l'aspartame. L'expert isolé, il ne peut pas avoir tous les éléments. Il va émettre un avis personnel, souvent polémique, et parfois il sera en conflit d'intérêts idéologiques. C'est présenter aux consommateurs et aux praticiens que vous êtes une image partiale, incomplète et biaisée du sujet. On sait tous que Et ce jour-là, dans l'assistance, il y a une personne qui n'en perd pas une miette. C'est Claire Meunier, la nutritionniste de la multinationale. Elle n'est pas venue seulement pour écouter l'intervention des chercheurs. En fait, cette conférence, c'est son entreprise qui l'organise. Sur le programme de la journée, cette information est bien mentionnée. Mais manifestement, elle a échappé à certains médecins. Vous savez qui organise la conférence aujourd'hui? De la conférence, celle-là, là? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous ne savez pas qui organise? J'ai regardé le sujet, mais pas les conférenciers. Quant à ceux qui ont lu le programme, ils sont persuadés que la présence de cet organisateur ne va rien changer au contenu de la conférence. Ah non, mais là, j'ai pas de doute que les intervenants ne sont pas, eux, liés à Coca-Cola. Eux, ils diront scientifiquement ce qu'il y a à dire. C'est ça la règle du jeu, sinon, effectivement, ça pourrait pas fonctionner. Mais la règle du jeu est-elle aussi claire qu'ils l'imaginent? France Bellil, la première intervenante, a bel et bien des liens avec la multinationale via des contrats de consultante rémunérés. Et elle fait également partie du conseil scientifique d'un géant de la restauration rapide. Quant à Dominique Parent-Massin, elle est membre du comité scientifique d'un des leaders mondiaux de l'aspartame. Une double casquette dont ces deux chercheuses n'ont pas parlé à leur auditoire. Et juste après, les mêmes intervenants s'expriment dans une conférence de presse devant des journalistes invités par la multinationale. Mêmes interventions, à l'issue desquelles les avis contradictoires ne semblent pas les bienvenus. Il n'y a rien. Parce qu'il y a quand même des gens qui disent qu'ils réagissent, qui font des migraines quand ils consomment de l'aspartame. Rien n'a été montré, ni en toxicologie, ni en épidémiologie, sur les aspects neurologiques. Franchement, il y a des choses auxquelles vous pourriez vous intéresser, d'autres que l'aspartame. C'est intéressant d'avoir des idées, des contre-idées. Les journalistes sont ici pour voir les contre-idées. Je peux vous l'envoyer parce que... Des chercheurs qui ont publié des études contradictoires sur l'aspartame, il y en a pourtant un certain nombre. L'un d'eux travaille ici, en Irlande, à la Queen's University de Belfast. Il s'agit du professeur Catherine Appleton, une spécialiste du comportement alimentaire. Depuis 1998, elle a publié plusieurs études de référence sur le sujet. Et ce matin, elle se rend au parc, accompagnée de ses 3 cobayes. Son but, mener une expérience sur les boissons light. Bon, vous courez à un rythme confortable et si vous pouvez courir tous ensemble, c'est super.
Allez-y. Merci. Pour commencer, elle leur demande de faire tous les trois le même effort physique dans le but de leur ouvrir l'appétit. Après 20 minutes de jogging, elle les attend avec ses 3 bouteilles qu'elle leur tend pour se désaltérer. Très bien, bravo les gars. Attends, il faut que je vérifie que tu as la bonne bouteille. Alors il faudrait tout boire, s'il vous plaît, sans vous presser. Ils ont chacun une boisson différente, mais aucun ne sait laquelle. L'un d'eux boit de l'eau, l'autre du soda, et le troisième, Barry, avec la chemise à carreaux, a un soda allégé. Puis il retourne à l'université et patiente encore quelques minutes, pendant lesquelles Catherine Appleton, la chercheuse, se transforme en cuisinière. Vous voulez leur proposer une nourriture variée? Oui, c'est censé représenter ce que les participants peuvent vouloir manger pour un déjeuner. Il y a des sandwichs, de la salade et aussi du sucré. Sur ces plateaux, chaque assiette est minutieusement pesée. Car le but de Catherine, c'est de mesurer le nombre de calories que chacun de ses cobayes va consommer ce jour-là. Voilà, mange autant que tu voudras et arrête-toi quand tu n'as plus faim. Pour ne pas être influencés les uns par les autres, les cobayes sont séparés par des parois. Ce jour-là, c'est Barry qui a bu une boisson light. Mais la semaine précédente, c'était Paul. Et celle d'avant, c'était Rory. Au bout de 3 semaines, chacun s'est donc prêté à cette expérience en ayant bu les 3 différents breuvages. En notant ce qu'ils ont mangé, Catherine va donc pouvoir comparer l'influence de ces 3 boissons sur l'appétit de chacun. Ces données, qu'elle recueille sur des dizaines de cobayes, elle les rentre ensuite dans son ordinateur. Et depuis qu'elle a commencé à recueillir des informations il y a 10 ans, voici les résultats surprenants qu'elle obtient. Alors voici les résultats de l'étude. Nous avons comparé les effets des 3 boissons, l'eau, la boisson sucrée et la boisson light. On s'aperçoit qu'avec la boisson allégée, on mange plus qu'avec les 2 autres, que ce soit le soda normal ou l'eau. Et on s'aperçoit aussi que la différence est d'environ 150 calories par repas, ce qui est tout de même assez important. 150 calories en plus, c'est l'équivalent de 8 cuillères à café de sucre à chaque repas. Si vous consommez un soda allégé avant chaque repas, on peut donc s'attendre à ce que vous mangiez plus, ce qui ne va pas dans le sens d'une perte de poids. C'est le contraire de ce que l'industrie veut nous dire. Mais c'est une vraie information, ça? Oui. Et c'est génial de pouvoir la faire partager. Il faut que les gens sachent. Ils ne sont pas assez nombreux à connaître ces effets. Et Catherine Appleton ne s'est pas contentée d'enregistrer ces résultats inattendus. Elle est également capable de les expliquer. Ce que nous pensons, c'est que dans un environnement naturel, le goût sucré et les calories vont toujours ensemble. Et donc, quand un goût sucré arrive dans votre bouche, votre corps met en marche toutes sortes de mécanismes pour se préparer à l'arrivée des calories. Quand vous buvez une boisson allégée, vous avez le goût sucré, mais pas les calories correspondantes. Et donc votre corps se met à vous réclamer des calories. Et au bout du compte, vous finissez par manger plus pour compenser. Vous voulez dire que même un soda normal est mieux qu'un soda allégé? Oui, aucun doute. Difficile pour nous de trancher dans ce débat d'experts. Mais les travaux de Catherine Appleton et de nombreux autres chercheurs n'ont pas été mentionnés devant les médecins français. Ce jour-là, ils auront quitté les entretiens de Bichat, persuadés qu'il n'existe pas de débat scientifique sur l'aspartame. Et si les médecins peinent à s'informer, que dire alors du grand public? Car la confusion qui entoure les produits light ne concerne pas que les études scientifiques. Elle commence dans les supermarchés, sur les emballages des produits. Décrypter les étiquettes des produits alimentaires, c'est le métier d'Olivier Andreau. Il travaille pour une association de consommateurs.
Son terrain de chasse préféré, ce sont les rayons de nos supermarchés. Et depuis quelque temps, il a mis les produits light dans son collimateur, comme ceux qu'on trouve par exemple dans ce rayon de céréales pour petit déjeuner. Ah bah, là, on a une promesse magnifique ici. Vous voyez, regardez, nouvelle recette, moins 14% de sucre. Donc évidemment, la mère de famille, elle est tout de suite attirée. Et puis, malheureusement, elle risque d'oublier de regarder l'étiquetage nutritionnel qui est écrit en tout petit, il est vrai, où on dit qu'on se trouve à 43% de sucre, donc c'est presque la moitié de sucre. Donc ce produit n'est pas franchement intéressant. D'autant moins intéressant qu'à quelques mètres de là, on trouve dans le même rayon un produit standard beaucoup moins calorique. Sans sucre, ou quasiment sans sucre, puisque quand on regarde dans la colonne au 100 grammes, eh bien, on a seulement 8% de sucre. Donc vous voyez, c'est un produit qui est très peu sucré. On se trouve avec un produit qui a une promesse où on dit qu'on a moins de sucre, et dans la pratique, en fait, il est pratiquement 6 fois plus sucré que le produit de base. Donc c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur l'intérêt de regarder ces promesses qui sont mises en avant par les fabricants. Mais ils ont le droit de marquer ça? Absolument. Ils ont le droit de marquer ça, puisque effectivement, c'est la réalité. Ils sont probablement partis d'un produit qui était à la base particulièrement sucré. Ils ont reformulé le produit, et on se retrouve au final avec un produit qui est toujours très sucré. Donc en fait, ils ont un peu tous les droits. Bah, effectivement, c'est ça la réglementation européenne qui leur permet de faire pas mal de promesses qui, dans la pratique, sont pas vraiment intéressantes pour le consommateur. Une législation européenne votée il y a 3 ans pour empêcher les abus des fabricants et qui a permis quelques avancées. Aujourd'hui, par exemple, pour employer un terme comme allégé ou light, son équivalent anglais, il faut respecter certains critères. Bon, bah, vous voyez, là, on a de la margarine allégée. C'est un très bon exemple. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire allégé? Eh bien, ça veut dire que dans ce cas-là, il y a 30% de matière grasse en moins par rapport aux produits standards. Ça, c'est un terme qui est protégé par la législation. Voilà, c'est complètement encadré par la réglementation. Pour employer ces termes encadrés par la loi, il faut donc vraiment alléger ces produits, ce qui pose un problème à certains fabricants. Alors ils ont trouvé des moyens de contourner la législation. Ils ont tout simplement inventé des noms de produits qui nous promettent de rester sveltes, d'affiner notre taille ou encore de garder la ligne. Des marques déposées totalement inattaquables. Il est clair que le fabricant, à travers sa marque commerciale, qui peut, à travers son nom, évoquer la minceur, la ligne, la légèreté, etc., il peut vous suggérer une promesse de légèreté du produit qui, en fait, n'est pas vraie dans la réalité, et ce, jusqu'en 2022, puisque grâce au lobbying de l'industrie agroalimentaire, eh bien, ils ont obtenu une tolérance pendant encore maintenant plusieurs années. Pendant encore 13 ans, les fabricants peuvent donc contourner en toute légalité une législation totalement incompréhensible pour le consommateur, à tel point que les professionnels de santé sont aujourd'hui obligés de se mobiliser. À la clinique de Villecrène, près de Paris, c'est l'heure tant attendue du déjeuner. Waouh, un régal. Ce midi, les patients se régalent. Et pourtant, ils n'ont qu'une idée en tête. En 10 jours, 7 kilos. Ouais. C'est moi qui ai le record pour l'instant ici. Il ne monte pas les marches, il ne fait pas de sport. Ouais, pas. Obligatoirement, il y a une compétition, obligatoirement, il y a une compétition, puisqu'on est tous là pour la même chose. Donc forcément, quand un a perdu 2 kilos, l'autre 3 kilos, lui, il a perdu quand même 7 kilos. Quand on se dit, oh, la chance, on aurait bien aimé aussi perdre 7 kilos en 10 jours, c'est énorme. Comme tous les patients ici, Corinne a été hospitalisée pour traiter son surpoids. Et pour rattraper son retard dans cette compétition, elle suit un entraînement intensif. En plus du régime, elle a droit à des cours de sport. N'oubliez pas de prendre un temps de pause quand même. Et le lendemain, elle sera attendue pour une séance d'aquagym. Mais dans cette clinique, elle assiste aussi à des ateliers de formation d'un genre bien particulier. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler des étiquettes qu'on trouve sur les produits alimentaires et plus particulièrement sur les produits allégés. Le but du cours, apprendre aux patients à ne pas se laisser avoir par les belles promesses de certains fabricants. Pour montrer à tout le monde, on a 2 types de chocolat de la même marque. D'accord ?
Alors, qu'est-ce qu'on peut lire sur les emballages? Voilà, En il est sucre, allégé en allégé sucre. en sucre. D'accord. Donc, c'est ce qu'on peut penser. Oui. L'autre chocolat, qu'est-ce qu'il a? Pur cacao. Donc, on peut dire que c'est un chocolat normal. Voilà, un chocolat noir normal. Donc, maintenant, on va essayer de regarder justement la valeur nutritionnelle de ces deux produits pour comparer. Et pour ça, la diététicienne apprend aux malades à retourner les emballages et à regarder ce qui se cache derrière ces promesses. Donc, au niveau des calories, pour le Alors, light. Pour le light, il y a 510 510 par calories 100 grammes. Et celui qui est normal, il y a 500 calories pour 100 grammes. C'est-à-dire qu'il y a moins de calories par rapport au light. Voilà. Et là, on a 43,6. Une découverte qui stupéfie les patients. C'est énorme. Le light rapporte plus de calories que le Alors, le chocolat light, normal. Voilà, exactement. Le light, il faut le jeter. Le light, Il faut le jeter. C'est marqué tout petit. Et là, il vous dit 2% de sucre. Et c'est énorme. C'est énorme. Mais il dit pas que... c'est quand même assez vicieux comme technique. On va avoir uniquement... Alors, dans cette clinique, pas un patient ne sort sans avoir appris à se repérer dans la jungle des produits light, car c'est leur santé qui est en jeu. matière grasse. Je crois que toute personne souffre d'excès de poids, on se jette sur les produits light. Et finalement, quand on étudie comme ça, on constate qu'on a tout faux. Et qu'on grossit plus au final. Et donc, la conclusion principale, c'est... On veut manger du bon en petite quantité que du light en grosse quantité. Voilà, exactement. Malgré les promesses de minceur des fabricants, certains produits light sont aujourd'hui dans le collimateur du corps médical. Loin d'être une solution au surpoids, ils seraient même devenus une partie du problème. La faute à des pratiques parfois discutables de l'industrie agroalimentaire, dont il aurait fallu que les malades pensent à prendre certaines promesses à la légère.